Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, dans la chronique des énergies, j'aimerais revenir sur un événement qui a secoué la seconde moitié du XXe siècle, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Je ne compte pas ici vous proposer une rétrospective décrivant ce drame heure par heure, mais pour rappel, le 26 avril 1986, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl a explosé à 1h23 du matin. Située à une centaine de kilomètres de Kiev, cette centrale a vu ce soir-là les plus de 1000 tonnes de béton qui entouraient ce réacteur voler en éclats. Surtout, l'explosion entraînera la projection dans l'atmosphère d'une très grande quantité d'éléments radioactifs dont les retombées contamineront l'Ukraine, la Biélorussie, la Russie et l'Europe de l'Ouest. Et le 26 avril dernier, le 40e anniversaire de ce funeste événement a été honoré. L'occasion pour de nombreux médias de revenir sur les causes et conséquences de cette explosion. France Culture, par exemple, déplore la désinformation qui a circulé à l'époque dans les médias français. Ces derniers soulignaient en effet que le pays était épargné par le nuage radioactif grâce à la présence d'un anticyclone qui aurait été en mesure de le dévier. L'information n'a jamais été pleinement affirmée par le Service central de protection contre les rayonnements ionisants, détenant à l'époque le monopole sur la production d'informations relatives au nucléaire, mais suggérée, ce qui était suffisant pour que la rumeur circule abondamment. Cette croyance a ainsi mené à une négligence quant au déploiement de mesures de protection de la population française, notamment concernant la consommation d'aliments potentiellement contaminés. Le Monde, de son côté, articule aussi son hommage à cet enjeu du secret. Le journal associe la désinformation française à la censure perpétrée par Moscou, considérée comme pratique classique de l'ex-URSS, habituée du silence en cas de catastrophe industrielle ou environnementale. Enfin, cet anniversaire a aussi été l'occasion de voir circuler dans l'espace public de nombreux témoignages de personnes ayant vécu le drame de près et revenant sur les implications de ce dernier sur leur trajectoire de vie. Aussi, de nombreux discours ayant circulé ces derniers jours proposent d'interroger notre présent au prisme de cette catastrophe et posent la question des leçons tirées. En ce qui nous concerne, nous nous essayerons donc à l'exercice d'interroger ces héritages, encore aujourd'hui vivaces, et leurs implications dans notre rapport à la technique et à la technologie. Il y a d'abord l'appropriation par la fiction de l'événement qui nous semble importante à souligner pour comprendre la construction de nos représentations sociales quant à Tchernobyl. Je pense ici au livre « La supplication », publié en 1997 par Svetlana Alexievitch, qui a fait date et est considéré comme l'un des premiers textes à sensibiliser la population occidentale à la réalité de Tchernobyl. En consignant de nombreux témoignages dans son ouvrage, l'autrice raconte en effet une histoire incarnée et sensible de Tchernobyl. Le livre inspirera d'ailleurs quelques décennies plus tard la mini-série Tchernobyl, qui raconte aussi la catastrophe depuis le point de vue des habitants et des travailleurs en ayant directement subi les conséquences. La culture populaire a ainsi proposé une forme de contre-récit visant à réécrire, ou plutôt à combler le silence laissé par les institutions, par une histoire personnifiée du drame. L'explosion de Tchernobyl a ensuite engendré des effets politiques, notamment par la réoxygénation des mouvements antinucléaires. En France, le mouvement antinucléaire a été particulièrement actif dans les années 70, marqué par une lutte accrue contre l'installation du réacteur Superphénix à Creys-Malville. Cette mobilisation est tristement célèbre en raison de la mort de Vital Michalon, l'un des manifestants. Les années 70 sont donc marquées par le drame de Creys-Malville et sont aussi celles de l'essoufflement de la lutte antinucléaire, ayant essoré de nombreux échecs dans sa volonté de lutter contre l'installation de nouvelles centrales. En revanche, une expertise citoyenne et indépendante commence à s'organiser dans la décennie suivante, notamment pour dénoncer les discours tenus par l'État français en marge de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl quant à ses effets sur l'environnement et la santé. Deux laboratoires indépendants, réunissant des scientifiques, mais aussi des médecins, infirmiers et militants, sont alors fondés pour mesurer les risques liés à la radioactivité, l'ACRO et le CRIRAD. L'organisation de la société civile et les réflexions autour du nucléaire dépassent alors le seul cadre de l'enjeu énergétique pour interroger en profondeur l'organisation de la société. Le mouvement antinucléaire français se caractérise ainsi par sa propension à interroger les structures sociopolitiques hégémoniques et soulève notamment la question de la gouvernance de l'énergie, tout en rappelant l'importance de la dimension démocratique du thème. Pour autant, la France reste un pays fortement nucléarisé. L'Allemagne, de son côté, entretient un récit et une histoire différente avec le nucléaire. Si le gouvernement de l'époque a décidé un ensemble de mesures pour réagir à l'explosion du réacteur 4 de Tchernobyl, il n'empêche que la question nucléaire a très longtemps fracturé la société.
D'après Sophie Martinet, la question du renoncement à cette source énergétique a suivi une trajectoire mouvementée et s'est vue être l'objet de nombreux volte-face de différents partis politiques. La chercheuse explique que la controverse sera stabilisée à partir de 2011, suite à la catastrophe nucléaire survenue à Fukushima, au Japon. Les décideurs allemands parvinrent alors à entériner un plan de sortie du nucléaire, explicable par le niveau de développement économique du Japon. Le raisonnement serait le suivant. Si un tel accident peut survenir dans un état aussi avancé technologiquement et respectant toutes les normes de sécurité que le Japon, alors l'Allemagne n'est pas plus protégée. On comprend dès lors que l'une des raisons qui justifiait jusqu'alors les réticences à prendre une décision franche de la part des parlementaires allemands résidait dans leur représentation de l'ex-URSS et de ses pratiques industrielles de l'époque. Je ne cherche pas ici à trancher cette question du nucléaire, ni à confronter les arguments souvent brandis pour justifier un choix plutôt qu'un autre, mais plutôt à proposer des pistes expliquant l'acceptation de nombreuses sociétés à conserver ces infrastructures de production énergétique malgré la gravité des catastrophes qu'elles ont déjà engendrées. C'est ici la notion de risque telle que pensée par Ulrich Beck qui m'apporte quelques pistes de réponse. Pour l'auteur, la modernité nous plongerait dans une société du risque. Cette dernière serait caractérisée par le caractère dorénavant inévitable du risque, endogène à nos structures techno-industrielles. La technique initialement déployée justement pour lutter et cadrer les risques naturels comporterait dorénavant elle-même un risque en même temps qu'elle serait devenue la nature même de nos sociétés contemporaines. Nos sociétés ne sont donc plus aux prises de risques extérieurs, mais représenteraient en elles-mêmes et dans leur fonctionnement intrinsèque un risque. Dès lors, l'anxiété et l'angoisse générées par les dérives potentielles de nos appareillages sociotechniques sont le prix à payer pour bénéficier de la protection et du confort qu'ils nous apportent aussi. Denis Kessler soulignait ainsi en 2002, et je cite, « Ce qui est supposé rassurer est source d'incertitude, d'inquiétude, d'angoisse. Demander à un surcroît de techniques plus de protection, c'est réintroduire encore du risque. » La catastrophe de Tchernobyl est ainsi le symbole de la survenue d'un risque qui était tacitement anticipé et reconnu. Et le cadre de la société du risque permet de comprendre pourquoi, malgré ces catastrophes, le nucléaire est globalement accepté. Son risque est toléré comme la condition de jouir des bénéfices et de la protection que cette technologie apporte, notamment contre la précarité ou le renoncement à la modernité. Pour Jean-Paul Deléage, le fait de s'accommoder des risques embarqués par la technologie nucléaire serait la condition même de son déploiement. L'auteur nous informe ainsi, et je cite à nouveau, « Avec l'émergence de la technologie à haut risque, l'idéal du citoyen responsable s'effondre devant la réalité du téléspectateur informé, peu à peu persuadé qu'il n'y a pas de progrès sans progrès des pires désastres. » D'autre part, Deléage explique que l'acceptation du risque s'explique ici par les impératifs économiques qui obligent à une production énergétique soutenue. C'est ainsi une forme d'arbitrage qui s'opère entre ce que nos sociétés énergivores sont en droit d'exiger et les précautions auxquelles on est prêt à renoncer pour y répondre. Pour terminer, le nucléaire reste une énergie très complexe et technique, difficile à se représenter. Elle favorise qu'on s'en remette aux compétences et savoirs de structures techno-industrielles complexes. Et c'est sans doute dans cet interstice que se trouve l'un des apprentissages clés de la catastrophe Tchernobyl, et qui justifierait que la question du secret ait autant circulé dans les médias. Cet apprentissage prend corps dans notre propension à interroger une société risquée et inintelligible en tant que symbole d'une dépossession des savoirs et d'une perte générale d'autonomie. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.